Kwezini watukufu murangalia ukuu wa leo. Marahaba hivyo mwartsao arnazigidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari razikid zambeli leo ministre wa msomobole awasuli maore na waye akabili kamwe dembeni turismu isi regia mara nyingi arna mahabari mana ina muhimu na madza kula mtu asfikiri zo atoshinda asfanyi. Et maintenant les titres de ce jeudi 18 novembre. La ministre de l'Enseignement supérieur est en visite à Mayotte. Au programme rencontre avec des étudiants à Dembeni et des annonces pour le CUFR. Les détails dans cette édition. Le tourisme expérientiel bientôt à Mayotte. La DTM mise sur ce tourisme d'un nouveau genre qui rend les visiteurs acteurs de leurs vacances. Nous verrons comment dans cette édition. Et je vous le disais en titre, bien sûr, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est en visite officielle sur l'île, et ce jusqu'à demain. Elle était aujourd'hui à Dembeni pour rencontrer les étudiants du lycée de Tsarano et du campus connecté d'Ajangwa. Et elle a fait des annonces concernant le centre universitaire Yousra. Ewa rakozi rongwa handrani Frédéric Vidal, ministre wa msomobole awaswile maore asi vitsa wanaskumbili hachu na leo akadembeni akotsa one wanazoni walio université. Masanamwe na Pierre Bellucci. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est en visite officielle à Mayotte pour une durée de 2 jours. Il est aujourd'hui dans la commune de Dembeni afin d'y visiter son lycée ainsi que le campus connecté. L'occasion d'y faire des annonces fortes afin de financer l'enseignement supérieur à Mayotte. Le démonstrateur pour l'enseignement supérieur à distance, c'est plus de 2 millions d'euros qui vont accompagner la création de ce démonstrateur. C'est les financements de programmes de recherche à hauteur de 250 000 euros. C'est l'accompagnement, la poursuite de l'accompagnement sur la rénovation. C'est 2,7 millions d'euros de rénovation thermique et c'est au total un peu plus de 6 millions d'euros pour agrandir le campus de manière à ce qu'il y ait plus d'étudiants qui puissent y être accueillis. Concernant le CUFR, beaucoup réclament de le voir passer en centre universitaire de plein exercice. Questionnée sur le sujet, la ministre estime que la structure en exerce déjà les compétences. En réalité, transformer le CUFR en Institut national universitaire, c'est en faire en fait une université de plein exercice. La seule différence par rapport à un autre établissement public culturel, scientifique et technologique, c'est que l'État reste en accompagnement et notamment sur les questions d'emploi. C'est l'État qui reste employeur et là pendant les 3, 4, 5 prochaines années, eh bien, ça veut dire que l'État continue année après année à mettre de l'argent, à mettre des emplois d'État et bien sûr autorise, permet à l'Université de Mayotte de délivrer ses diplômes, ce qui en fait une université de plein exercice. Frédéric Vidal se dit satisfaite du bilan de ces 2 dernières années concernant le centre universitaire de Mayotte avec de nombreuses créations d'emplois et l'augmentation du budget de fonctionnement ainsi que de la masse salariale. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation poursuivra sa visite demain où elle se rendra en Petit Air afin d'y rencontrer notamment les acteurs de la culture scientifique de l'île. Nawaye aja na utoa mahabari mpya ya imaisha wa universite ya Dembeni arivwa marke itso tolwa ya uengezea mafuko arna universite na vavu arongwa tena ba CUFR isijoka universite ya kusudi mana raha wanazoni wa CUFR ya walazimu waende Faransa wa validezo wa Spanya unu. On poursuit avec le collectif de citoyens de Mayotte de 2018, Ivan, qui s'est réuni aujourd'hui à Mamoudzou. Ces membres ont convoqué la presse cet après-midi pour échanger sur les grands problèmes que traverse Mayotte actuellement. En tête, l'immigration clandestine et l'insécurité. Pour eux, le responsable, c'est l'État. Ils envisagent d'ailleurs de porter plainte pour, je cite, non-assistance à peuple en danger. On écoute à ce propos le porte-parole du collectif. Le but de cette rencontre, c'est qu'il s'est passé des choses dernièrement. Il s'en passe tout le temps à Mayotte. Mais là, ce qui s'est passé récemment, c'était le top des tops. À la sortie de cette réunion, je suis sûr et certain que les Mahorais vont sentir les choses autrement. Et certainement, il va se passer des choses. Et ça, nous le disons tout le temps, le jour que les Mahorais vont se réveiller, ça va faire très mal. Mais là, dans cette réunion, nous envisageons maintenant d'attaquer l'État. Nous allons traduire l'État en justice.
tout simplement pour non-assistance à peuple en danger. On nous tue, on ne nous blesse plus, on nous tue. Nous avons des avocats qui vont le faire. Là, en ce moment, nous mobilisons nos avocats et on va s'attaquer à l'État pour abandon de peuples en danger. Voilà. Et tout autre sujet maintenant avec la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Il s'agit d'une priorité du ministère de l'Éducation nationale. Pour cela, depuis 2017, le programme de lutte contre le harcèlement nommé phare propose des mesures contre ce fléau. À Mayotte, le dispositif se décline cette année en plusieurs actions qui ont eu lieu ce matin au collège de Passamanti. Ewa leo ikade isuku ya wanatsa watambishao wanyao likoli yusuku yu ifanyilwa Faransa pia na leo vuka mparano college ya Passamenti ya ueleza ambazo tichungo zifanywa. Pour sensibiliser la communauté éducative au phénomène du harcèlement dans le milieu scolaire, la journée non au harcèlement est organisée chaque année au mois de novembre. L'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de l'école de la confiance. Pour aller dans ce sens, à Mayotte, le programme phare se met en place. Le projet phare, c'est un projet qui se met en place dans différents établissements, à Mayotte et également en métropole, afin d'harmoniser les procédures et d'harmoniser la manière de faire quand on a un élève qui subit du harcèlement ou quand on a des élèves agresseurs. Il faut savoir que l'école, elle a une obligation de moyens concernant le harcèlement. Ça veut dire que l'école est obligée de mettre en place tout un tas de procédures et d'organisations afin de lutter contre le harcèlement. Voilà, donc dans ce cadre-là, nous, dans le cadre du projet phare qu'on met en place à partir de cette année, on a un petit comité de pilotage. On se réunit pour définir une procédure d'action en fait quand un élève subit du harcèlement, et puis plein de modalités d'intervention et d'action auprès des élèves et auprès des professionnels pendant toute l'année. Lorsqu'un élève ose parler du harcèlement qu'il subit, les équipes pédagogiques lui demandent avec qui il souhaite échanger. Cela peut être un professeur, un CPE, un personnel éducatif. Ensuite, plusieurs outils existent pour accompagner les victimes. Pour lutter contre le harcèlement, on a évidemment des moyens matériels qui vont être des fiches de suivi pour vraiment suivre la situation, voir si la situation s'améliore, si la situation s'empire, pour rencontrer les parents, pour n'oublier aucune étape en fait de comment on traite le harcèlement au sein de l'établissement. Et puis on a des actions qui sont faites tout au long de l'année. Aujourd'hui évidemment c'est des actions importantes puisque c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et là il y a des temps de prévention avec les élèves, il y a des affiches qui sont collées, il y a des films qui sont projetés. Et puis par la suite, dans l'année, on va avoir la visite d'un policier de la police nationale qui va parler à toutes les classes de 5e du harcèlement et de la question de la juridiction par rapport au harcèlement et ce qu'il encourt au niveau de la loi quand on est un harceleur. Beaucoup d'élèves n'ont pas conscience du préjudice qu'ils causent en harcelant un autre enfant. Ces actions dans les établissements permettent de sensibiliser tout le monde et de faire prendre conscience que le harcèlement ne doit pas rester impuni. Avant, quand j'étais en 6e, moi, j'ai harcelé les autres. Et puis, c'est pour ça que quand je suis en 3e, là, que je suis en 3e, les autres veulent m'harceler, moi. Et j'ai fait 3 ans dans ce collège de Passamenti. Et on m'a exclu 3 fois. Et là, en 3e, je ne sais pas qu'on va m'exclure, mais je vais faire n'importe quoi. Comme je vais laisser l'harcèlement, laisser ces choses-là, tu vois. À Mayotte, comme sur le reste du territoire national, le harcèlement est un fléau qu'il faut combattre sans relâche pour sauver des vies. En effet, selon une étude britannique, 61% des victimes de harcèlement auraient des idées suicidaires. Sukumor de leo yochongo muhimu warna Education nationale safike rangu 2017 wati arna msomo ya wanatsa maelezo ile pare waelewe ambayo ti chongo zifanyishi yao wanatsa ushinduka mziro na wanyao haraka ushindo mtsea nika wasona turi kawasisawa au nika vujiri shitu amwesa wanyao pia mbuzushia na utsea wa wanatsa ushinduka na hamu yoyo shindo kaboleta mwanamtsa uwe shindo tsa jitoero basi leo wako hadisi kamwe dezo amba mana arna uinuktwa ya wanatsa arna likoli wajitoaro nuktwa yo ya 65 ne msona amba yoti nuktwa titi
Parlons pêche maintenant, Ivan. Oui, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, en lien avec l'unité territoriale de Mayotte, offre des formations aux obligations déclaratives des professionnels de la pêche. Objectif, rappeler la réglementation et accompagner les professionnels dans la réalisation et la transmission de leurs déclarations, telles que les fiches de pêche. La première formation a débuté aujourd'hui à Sahara. Écoutons Michel Goron, l'administrateur des affaires maritimes, qui nous parle justement des avantages des fiches de pêche. Lorsque les pêcheurs vont en pêche, ils pêchent du poisson, et ça permet de répertorier sur cette feuille de pêche l'ensemble des espèces qui ont été pêchées, avec des codes bien spécifiques. Ce document-là, il a un avantage majeur, c'est qu'il trace bien l'activité du pêcheur professionnel. Ça va lui permettre de pouvoir justifier de la quantité de poissons pêchés. On a besoin de savoir ce que la pêche professionnelle représente, individuellement pour chaque entreprise de pêche. C'est une feuille aussi qui va servir de base au travail que l'on fait sur le plan de compensation de surcoût, c'est-à-dire, là aussi un mot barbare, mais qui est en fait une aide européenne au fonctionnement des entreprises de pêche. C'est-à-dire que pour certaines espèces, on a une aide qui est attribuée, une aide on va dire sur certaines espèces de 1,90 € par kilo, qui est attribuée avant même que le poisson soit vendu, sur la déclaration justement de pêche. C'est-à-dire que le pêcheur, pour un certain type de poisson, peut gagner de l'argent rien que par la pêche avant même d'avoir pu vendre le poisson. Alors, gagner de l'argent, surtout ne pas en perdre, puisque un plan de compensation de surcoût, si vous voulez, on a mesuré les coûts d'un pêcheur à Mayotte par rapport aux coûts d'un pêcheur dans la région métropolitaine, et on a estimé que pour certaines espèces, on devait venir en aide au fonctionnement de l'entreprise. Et on continue avec une question, Yousra. Connaissez-vous le tourisme expérientiel? Pas du tout, Ivan. Eh bien, c'est un tourisme qui favorise l'immersion dans la culture locale en faisant passer le visiteur de spectateur à acteur. Et c'est là-dessus que mise l'Agence de l'attractivité et de développement du tourisme de Mayotte pour faire décoller le secteur. Pour y parvenir, elle accompagne actuellement une dizaine de porteurs de projets qui pourraient prochainement proposer une nouvelle offre de ce tourisme d'un nouveau genre. Yousra. Jumbaya detemu itsaitie nziani kaltegia tourisme mpya na mje muone imaore na wamaore Ivan Rakotovao aka anamparano ya leo. Cette femme pleine d'énergie s'appelle Tambati Abdou. Ce matin, à l'Agence d'attractivité et de développement du tourisme de Mayotte, elle présente son projet, emmener des visiteurs à la pêche au Djarifa. Si on gagne beaucoup de poissons, quand on a fini de pêcher, on part avec les poissons ou bien on va le cuisiner, on le mange ensemble, le fruit qu'on a gagné. Découvrir la pêche en devenant soi-même un pêcheur, l'Agence d'attractivité et de développement du tourisme veut encourager ce type d'expérience immersive. Elle a donc sélectionné 15 projets touristiques portés par des associations et entreprises pour les aider à se développer et constituer ainsi un ensemble d'offres dites de tourisme expérientiel. Offre expérientielle parce que ce sont des offres qui vont permettre aux touristes de vraiment vivre l'expérience au lieu de la visiter. Par exemple, si on prend la cueillette du riz paddy, ça ne va pas juste faire des photos, mais vraiment participer à la cueillette. L'agence et le conseil départemental vont donc former et accompagner financièrement les porteurs de projets jusqu'à la création de leur activité. Ces dernières couvrent des domaines divers allant de l'agrotourisme à la découverte du lagon. Il sera même possible de vivre à l'heure mahoraise en réalité virtuelle. Donc à partir d'un casque, ils auront la possibilité ou de leur téléphone de faire une immersion donc, dans les lieux de Mayotte et de pouvoir vivre l'expérience d'une personne qui est à Mayotte. Les Manzara, les Mbiwi, les cultures, tout ce qui va être patrimoine culturel. Et côté patrimoine culturel, Atoumani Harouna, lui, a choisi de mettre en avant un classique, le Voulé, et il en est certain, cette activité plaira aux touristes allemands. C'est une clientèle qui veut tout découvrir justement, qui aime la bouffe, en particulier notre bouffe, le poisson grillé, le piment. En fait, on leur donne tout ce qu'il y a ici à Mayotte, ils adorent. Pas sûr cependant que cela suffise à attirer les touristes à Mayotte, qui souffrent d'un manque d'infrastructures touristiques et d'une insécurité chronique. En attendant, les 15 projets devraient être opérationnels courant 2022.
Umadzai na wakati rangu wa maore wasidai ufanyiwe chongo ta wanadamu waishio arnansi yangina waje watembee maore ile rongo turismu basi adete moye arenge chongo huyo swafi ama leo wakufanya mparano huyo ya kula mtu alona fikira ya uchianziani wana aktivite ya maturisti leo waka wantu wa 10 leo wakotoa mafikira yao elimu ekia na tambati wayasi rongo amba atovenza avinge wantu wa loefi na jarifa na wai. Un mot de politique maintenant dans votre journal. Oui, avec Christiane Delanet-Clara, la déléguée outre-mer du parti Debout la France, qui est actuellement à Mayotte. Elle vient défendre les idées de son candidat à l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan. Ce dernier, qui veut une nouvelle fois convaincre, lui qui a été beaucoup critiqué après avoir rallié Marine Le Pen au second tour en 2017. À l'image du parti d'extrême droite, il souhaite rassembler les Français. Christiane Delanet-Clara nous explique ses priorités s'il est élu dans quelques mois. Il ferait beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un gros chantier, mais rassembler les Français, pas autour d'un parti, mais autour d'une vision, d'une idée. Un peu comme l'a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de son appel du 18 juin, le général de Gaulle. Un plan de ce genre-là. C'est-à-dire que c'est vrai que les partis existent, et je pense que les partis ont vécu. D'un point de vue personnel, je pense qu'à la chute du mur de Berlin, c'était le chant du cygne, et là, on voit bien droite, gauche, c'est toujours la même chose. Donc se rassembler autour de vrais projets où on pourrait construire la France de demain. Pas la France à deux vitesses, pas la France des nantis et la France des plus pauvres, mais une France où tous les ressortissants, tous ces gens, ces humains qui appartiennent à la France pourraient composer et construire ensemble un projet et avoir une vision. C'est l'heure du rassemblement. Les guéguerres, les roitelets, c'est terminé. On a bien vu que depuis 30 ans, 40 ans, ça ne construit à rien qu'à du désastre. Alors on se retrousse les manches, on avance et rassemblons-nous. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce jeudi 18 novembre, Yusra. Ewa ukuchi hairesi na raisi mpya na wayasirwa Olivier Braik zinuktoza zvaksansana na wangedze atu masana mwena Leslie Vimene. La Chambre régionale des comptes a conduit plusieurs inspections au SMEAM lors de la précédente mandature et transmis au procureur de la République un signalement. Ce dernier a estimé que les faits étaient suffisamment graves pour transmettre le dossier au pôle national financier qui a ouvert une enquête préliminaire. Alors que l'eau manque au robinet, des enquêteurs sont actuellement à Mayotte et cherchent les anomalies dans les marchés publics sur une période allant de 2014 à 2019. Ils cherchent à éclaircir les circonstances dans lesquelles les marchés publics ont été passés, si les procédures ont été respectées tant dans la publicité que dans l'attribution. Hier, les enquêteurs du PNF se sont présentés dans les locaux du SMEAM pour réaliser une perquisition. Ils sont à la recherche d'éléments permettant de corroborer les faits constatés. Néanmoins, dans les couloirs de la nouvelle équipe du SMEAM, on parle de documents détruits et d'ordinateurs vides. À suivre. Le dernier point sur la vaccination arrêtée en fin de semaine dernière fait état d'un gain en couverture vaccinale dose 1 et en couverture vaccinale schéma complet chez les 12-17 ans. Les vaccinations réalisées au sein des établissements scolaires ont augmenté de près de 40% en seulement quelques jours. Sur la semaine 45, le gain en couverture vaccinale schéma complet est de plus 1,3% contre plus 0,6% en ce qui concerne la première dose. Cela signifie qu'il devient difficile de convaincre ceux qui refusent encore de se faire vacciner. L'ARS rappelle que la vaccination est importante pour permettre d'enrayer l'épidémie de Covid-19 et retrouver peu à peu une vie normale. Actuellement, 23 sites de vaccination sont ouverts à la population cette semaine. En parallèle, il convient de respecter les mesures barrières, à savoir le port du masque, le lavage fréquent des mains, l'utilisation de gel hydroalcoolique, de mouchoirs à usage unique ou encore le respect d'une distance de 2 mètres à l'intérieur comme à l'extérieur. Olivier Braik, 45 ans, vient d'être nommé directeur général de l'Agence régionale de santé de Mayotte. Il prendra ses fonctions à l'ARS du département ce lundi 22 novembre. Il succède ainsi à Dominique Voinet. Titulaire d'un master en gestion globale des risques et des crises, Olivier Braik a multiplié les postes à responsabilité. Il a notamment rejoint le ministère de la Santé en 2005 en tant que conseiller technique en charge de la gestion de crise. Entre 2008 et 2016, il a été en charge de la création et du pilotage du centre opérationnel de réception et de réponse aux urgences sanitaires
sécurité sociale. Il a également assuré pour le niveau national la gestion de crise au profit des territoires ultramarins. Épidémie de chikungunya et de dengue, cyclone, appui au système de santé en difficulté, etc. Olivier Braic était jusqu'à présent sous-directeur de la veille et sécurité sanitaire du ministère de la Santé. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, il est en première ligne puisqu'il pilote le centre de crise sanitaire depuis janvier 2020. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cozy. Marabavo Moarlunga, mais sommes Jean para Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao, na wamini sumvulesheani huku wa hair.